Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à notre deuxième webinaire Procure. Cette fois-ci, on va parler de gestion de fatigue, mais surtout de sommeil. Alors, on sait que lorsqu'on reçoit un diagnostic du cancer de la prostate, déjà là, c'est stressant. Ensuite, on a des décisions à prendre concernant notre traitement. Après le traitement, on peut ressentir une grande fatigue jumelée à toute l'anxiété entourant les résultats des tests lors de vos dosages de l'APS et ainsi de suite. Souvent, on se retrouve avec une perturbation du sommeil. Et nous, on a reçu plusieurs questions sur notre ligne 1855, à savoir quels sont les trucs, qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux dormir. Et c'est pour ça que le sujet porte justement sur la gestion du sommeil et c'est pour ça qu'on a avec nous comme invité le docteur José Savard. Ceci étant dit, avant d'aller un peu plus loin et de vous la présenter là, de façon officielle, pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, Procure est le seul organisme à l'échelle provinciale qui est entièrement dédié à la maladie par la recherche, la sensibilisation et l'information et le soutien. Le cancer de la prostate est un cancer qui, chaque année, touche 4800 personnes. En d'autres mots, il y a 12 Québécois qui reçoivent un diagnostic tous les jours au Québec. Il est découvert de façon fortuite, c'est souvent lors d'un examen de routine car il n'a pas de symptômes comme tels. Alors de là, la pertinence et l'existence de Procure pour les trois axes dont je viens de vous mentionner. On va passer maintenant à notre invité. Alors, Dr José Savard, qui est professeur titulaire, École de psychologie, Université Laval, chercheuse au Centre de recherche du CHU de Québec et au Centre de recherche sur le cancer de l'Université Laval. Alors, sans plus attendre, je vais passer la parole à Dr Savard. Je vous remercie. Bon webinaire. Merci. Bonjour, ça me fait plaisir aujourd'hui de vous entretenir de la relation entre la fatigue et le sommeil dans le contexte du cancer. En fait, la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est est-ce que la fatigue est associée aux difficultés de sommeil? Et puis, comme je vous dis tout de suite la réponse, sans plus tarder, la réponse est oui. La deuxième question qu'on va se poser, c'est comment est-ce qu'on peut améliorer le sommeil de manière à améliorer non seulement le sommeil, mais également diminuer le sentiment de fatigue. Donc, on sait que la fatigue, c'est vraiment la plainte principale des personnes qui ont des difficultés de sommeil. C'est d'ailleurs souvent la raison qui est invoquée pour consulter un professionnel pour des difficultés de sommeil. Mais par contre, la fatigue, ça peut aussi être un facteur prédicteur des difficultés de sommeil. Donc, en d'autres mots, la fatigue peut parfois apparaître aussi en premier puis entraîner des difficultés de sommeil. Ça semble un peu contre-intuitif, mais je vais vous expliquer pourquoi. En fait, c'est que quand on est très fatigué, on a tendance à se reposer davantage durant le jour et même avoir des siestes, à faire des siestes. Et bien que le repos, ce soit une stratégie qui est efficace et adaptée quand on a à composer avec une fatigue à court terme, comme par exemple après avoir fait un déménagement ou après avoir eu une semaine de travail intense, la fatigue dans ces situations-là, elle est très efficace. Mais quand la fatigue, elle est chronique, le repos et les siestes en particulier deviennent néfastes parce qu'à plus ou moins long terme, ça va désynchroniser les cycles éveil-sommeil. Donc, autrement dit, c'est un peu comme si notre corps ne savait plus quand c'est le moment de dormir ou non. Et donc, ça va entraîner des difficultés de sommeil, évidemment, et ça va faire une espèce de cercle vicieux où plus on a des difficultés de sommeil, bien évidemment, plus on a de la fatigue et plus on va être tenté, encore une fois, de faire des siestes durant le jour et ça va donc perpétuer là, ce cycle vicieux-là dans le temps. Donc, aujourd'hui, on va voir comment, effectivement, en travaillant sur ces sphères-là, de diminuer les siestes, de changer aussi d'autres habitudes de sommeil et de travailler aussi sur les troubles du sommeil comme tels, comment est-ce qu'on va parvenir à réduire la fatigue. On sait par les données de recherche qui sont disponibles que c'est possible de diminuer la fatigue en améliorant le sommeil. Donc ici, ce sont les résultats d'une étude qu'on a publiée récemment qui montrait que chez des femmes qui avaient été traitées pour un cancer du sein et qui souffraient d'insomnie, que le fait de recevoir une thérapie cognitive comportementale de l'insomnie, qui est un traitement que je vais vous expliquer là aujourd'hui plus en détail,
c'était associé à une diminution de la fatigue comparativement à un groupe de patients qui ne recevaient pas cette intervention. Donc, vous voyez ici les deux courbes jaune et rouge, ce sont des gens qui ont reçu l'intervention dans un format ou un autre, soit par un clinicien ou par vidéo, comparé au groupe contrôle qui ne recevait pas l'intervention, qui est la ligne en gris. Toutefois, il faut tout de même se rappeler que toute la fatigue n'est pas due aux difficultés de sommeil. Donc, en d'autres mots, la fatigue, c'est un problème qui est multifactoriel et les troubles du sommeil font partie d'une des causes possibles, mais il y en a d'autres, comme par exemple les facteurs psychologiques. On sait que les personnes qui souffrent de symptômes dépressifs ou anxieux sont également plus susceptibles de souffrir de fatigue. Donc, ça pourrait aussi être un autre facteur sur lequel on peut intervenir. Donc, maintenant, on va définir qu'est-ce que c'est que des difficultés de sommeil ou l'insomnie. Alors, il y a 3 types de difficultés de sommeil. On peut avoir des difficultés à s'endormir au début de la nuit, ce qu'on appelle de l'insomnie initiale. On peut aussi avoir de la difficulté à rester endormi, donc avoir beaucoup d'éveil durant la nuit avec une difficulté à retomber endormi. C'est ce qu'on appelle de l'insomnie de maintien. Ou encore se réveiller trop tôt le matin par rapport à l'heure qu'on souhaite, ce qu'on appelle de l'insomnie terminale. Et puis, souvent, les gens vont présenter une insomnie qu'on dit mixte et qui est une combinaison de difficultés à s'endormir ou de rester endormi durant la nuit. Il faut distinguer le fait d'avoir des difficultés de sommeil occasionnelles au fait de présenter un trouble d'insomnie. Puis un trouble d'insomnie, selon le DSM, qui est la classification diagnostique des troubles psychologiques, le trouble d'insomnie se définit par le fait de prendre plus de 30 minutes ou encore d'être éveillé plus de 30 minutes durant la nuit, au moins 3 nuits par semaine. Et ça doit être associé à une détresse marquée ou encore une perturbation du fonctionnement quotidien. Donc, autrement dit, il faut que ces difficultés de sommeil-là aient un impact pour qu'on pose un diagnostic de syndrome d'insomnie. Et puis, on dit que l'insomnie, elle est persistante quand elle dure au moins 3 mois et plus. Les premières études qu'on a effectuées dans mon équipe de recherche ont montré que l'insomnie était un problème très prévalent chez les personnes atteintes de cancer. Donc, si vous regardez ici, on a fait une étude qu'on dit transversale, qui est une étude finalement où on va administrer des questionnaires, mais à un seul temps de mesure, qu'on a fait chez des patients qui avaient été traités pour un cancer de la prostate. Puis on a observé que c'est 18 des hommes qui présentaient tous les critères d'un trouble d'insomnie, comme je viens de le définir. Et ça, c'est 2 à 3 fois plus élevé que ce qu'on retrouve dans la population en général. Même chose chez des femmes qui avaient été traitées pour un cancer du sein, chez qui on a observé une prévalence de syndrome d'insomnie de 19 Et le résultat qui nous a le plus frappé dans ces 2 études, c'est le fait que dans 95 des cas, les gens rapportaient que l'insomnie durait depuis au moins 6 mois. Par la suite, on a fait ce qu'on appelle une étude longitudinale, c'est-à-dire qu'on a suivi des patients dans le temps, et c'est une étude qu'on a faite chez près de 1000 patients atteints de différents types de cancers qui avaient reçu la chirurgie comme premier traitement. Et ici, vous voyez que dans notre échantillon, on avait 48 qui étaient des femmes qui avaient été diagnostiqués d'un cancer du sein, 27 étaient des hommes atteints d'un cancer de la prostate, 12 étaient des femmes avec un cancer gynécologique et les autres types de cancers étaient moins représentés dans notre échantillon. Et voici ce qu'on a observé en termes de prévalence de l'insomnie. Donc ici, ça inclut les gens qui avaient des difficultés de sommeil, mais sans rencontrer nécessairement tous les critères d'un syndrome d'insomnie, ainsi que les patients qui rencontraient ces critères-là. Et ce qu'on a observé, c'est que, on voit ici la distinction entre ceux qui avaient un syndrome et un symptôme. Et ce qu'on observe, c'est qu'au premier temps de mesure, c'est 28 des patients globalement qui rencontraient les critères diagnostiques d'un syndrome. Et quand on ajoute ça aux gens qui avaient des symptômes d'insomnie, mais sans rencontrer les critères d'un syndrome, ça donne un total de 59 Et ça, c'est vraiment très élevé.
La bonne nouvelle, c'est qu'on voit que la prévalence de l'insomnie diminue avec le temps. Donc, 18 mois après la chirurgie, c'est au total 36 des gens qui avaient soit des symptômes d'insomnie ou encore un syndrome d'insomnie. Mais c'est tout de même encore très élevé par rapport à ce qu'on retrouve dans la population générale. Quand on a comparé les 3 groupes de patients qui étaient le plus représentés dans notre échantillon, bien, ce qu'on observe, c'est que les femmes qui étaient traitées pour un cancer du sein ou un cancer gynécologique avaient des taux d'insomnie plus élevés que les patients atteints d'un cancer de la prostate, mais tout de même, on voit que c'était très prévalent. Donc ici, c'est la prévalence du syndrome et ici, c'est la prévalence combinée du syndrome et des symptômes d'insomnie. Donc, vous voyez que c'est quand même très élevé et que ça tend quand même, bien que ça diminue, il reste qu'au suivi de 18 mois, c'est encore très présent. Ce qu'on a observé aussi dans la même étude, c'est qu'on avait un taux de persistance de 51 et la manière dont c'était défini, c'était une insomnie qui était présente sur au moins 2 temps de mesure consécutifs dans l'étude. Donc, le fait d'avoir des symptômes d'insomnie à un temps de mesure donné, bien, parmi ces gens-là, c'est 51 des gens qui ont encore ces symptômes-là au temps de mesure subséquent qui avaient lieu 2 ou 4 mois plus tard. Donc, l'insomnie est non seulement très prévalente chez les personnes atteintes de cancer, mais elle est aussi un problème qui persiste dans le temps chez un grand nombre de patients. Alors, un autre résultat qui va dans ce sens-là, c'est celui-ci où la figure montre en fait que c'est 38 des patients qui répondaient aux critères diagnostiques d'un trouble d'insomnie au premier temps de mesure, donc au moment de la chirurgie, qui rencontraient les critères d'un syndrome d'insomnie à tous les temps de mesure subséquents de l'étude, donc durant toute la période de 18 mois finalement. Maintenant, si on parle d'insomnie spécifiquement dans le contexte du cancer de la prostate, bien, ici, je vais vous parler un peu d'hormonothérapie qui semble avoir un rôle quand même très important à jouer dans le déclenchement de l'insomnie chez les personnes qui sont traitées pour un cancer de la prostate. Et ça, ce qu'on pense, c'est que ça serait principalement lié à la baisse du taux de testostérone qui survient suite à l'administration de l'hormonothérapie. Alors, vous voyez ici, ce sont les résultats d'une étude qu'on a effectuée chez des patients qui avaient reçu un traitement de radiothérapie seul, comparé à des patients qui ont reçu la radiothérapie et l'hormonothérapie. Et vous voyez que la ligne en bleu pâle, ça montre les patients qui ont reçu seulement la radiothérapie. Vous voyez que le taux de testostérone demeure quand même relativement stable dans le temps. Alors que ceux qui ont reçu aussi l'hormonothérapie, vous voyez cette chute drastique du taux de testostérone qui survient dans le temps et qui tend aussi à persister. Et pour ceux pour qui l'hormonothérapie est retirée, on voit que le taux de testostérone tend à remonter, mais il ne revient pas tout à fait à la normale, du moins pas pour la durée de l'étude qu'on avait ici. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on compare les deux mêmes groupes au niveau de la sévérité de l'insomnie, bien, ce qu'on voit ici, c'est que la ligne blanche, ce sont les patients qui ont reçu de la radiothérapie seule. Donc, on voit quelques fluctuations au niveau de la sévérité de l'insomnie, mais rien de significatif. Alors que les patients qui ont reçu de l'hormonothérapie, on voit qu'il y a une différence très importante entre le moment le moment avant de recevoir l'hormonothérapie et ensuite, une fois que l'hormonothérapie, on voit cette augmentation de la sévérité de l'insomnie dans le temps. On a aussi repris les mêmes données de la grande étude longitudinale que je vous ai présentée il y a quelques minutes et on voit ici, dans les boîtes noires, ce sont les patients qui recevaient de l'hormonothérapie à chacun des temps de mesure comparé aux boîtes grises qui sont des patients qui ne recevaient pas d'hormonothérapie au même temps de mesure. Et on voit que dans presque tous les cas, là, sauf à un temps de mesure, on voit que les patients qui recevaient de l'hormonothérapie avaient nécessairement des scores d'insomnie significativement plus élevés que les patients qui ne recevaient pas l'hormonothérapie. Donc, il semble que l'hormonothérapie soit vraiment un facteur de risque important du développement de difficultés de sommeil dans le contexte du cancer de la prostate.
Et ici, la figure est un peu complexe, mais je vous l'explique. Ce qu'on a montré, en fait, c'est que la raison pour laquelle l'hormonothérapie a cet impact-là sur les difficultés de sommeil, c'est via une augmentation des bouffées de chaleur et des sueurs nocturnes durant la nuit. Alors que la radiothérapie, elle, a un impact sur le sommeil, mais par le biais d'une augmentation de la fréquence urinaire durant la nuit. Alors, pourquoi l'insomnie, elle est aussi fréquente chez les personnes atteintes de cancer? Bien, il y a 3 types de facteurs qui jouent un rôle. Il y a ce qu'on appelle les facteurs prédisposants, qui sont les facteurs qui augmentent la vulnérabilité d'une personne à souffrir d'insomnie au cours de sa vie. Donc, ce ne sont pas des facteurs qui causent l'insomnie comme tel, mais c'est un peu comme un terrain fertile qui vont faire en sorte qu'une personne qui va vivre un stresseur éventuellement va peut-être être plus prédisposée qu'une autre à souffrir d'insomnie à ce moment-là. Il y a les facteurs précipitants. Ça, ce sont les facteurs qui déclenchent un épisode d'insomnie à un moment précis. Et enfin, il y a les facteurs de maintien qui, eux, contribuent au maintien des difficultés de sommeil dans le temps. Et la thérapie cognitive comportementale, dont je vais vous parler dans quelques instants, cible plus particulièrement ces facteurs de maintien-là. Ici, oui, on coupe. OK. Moi, je le sais, c'est slide 25. C'est que des fois, votre là, il accroche un petit peu le micro, c'est juste pour... Oh, mon bras accroche un micro. OK. Voulez-vous que je recommence? C'est correct? OK. On va recommencer à slide 24. Oui, je pense que j'aimerais mieux recommencer à la slide 24. Je me suis étouffée en plus. 24. Alors, pourquoi l'insomnie, elle est aussi fréquente chez les personnes atteintes de cancer? Il y a 3 types de facteurs qui sont impliqués. Il y a ce qu'on appelle les facteurs prédisposants, et ça, c'est les facteurs qui augmentent la vulnérabilité d'une personne à souffrir d'insomnie au cours de sa vie. Ensuite, il y a les facteurs précipitants. Ce sont ceux qui déclenchent un épisode d'insomnie à un moment précis. Donc, ce sont les déclencheurs. Et il y a les facteurs de maintien qui, eux, contribuent au maintien des difficultés dans le temps. Et la thérapie cognitive comportementale de l'insomnie, dont je vais vous parler dans quelques instants, cible plus particulièrement les facteurs de maintien. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que il y a une espèce de... On a mis dans la figure un seuil qui distingue les gens qui n'ont pas d'insomnie des gens qui ont de l'insomnie. Et ce qu'on voit, c'est que les facteurs de vulnérabilité, donc les facteurs prédisposants, ne sont jamais suffisants à eux seuls pour déclencher un épisode d'insomnie. Donc, c'est juste un terrain fertile, en fait, qui va faire en sorte que l'insomnie va pouvoir se développer de façon subséquente en réaction à un stresseur. Et c'est ce qu'on voit dans la deuxième colonne où on voit que les facteurs précipitants, donc les déclencheurs, font en sorte que l'insomnie apparaît. Donc, le seuil est dépassé. Et par la suite, au fil du temps, ces facteurs-là vont avoir moins d'influence et ce qui va avoir le plus d'influence, c'est ce qu'on voit en rouge, donc les facteurs de maintien qui vont s'installer puis vont faire en sorte que le problème va perdurer dans le temps. Et ces facteurs de maintien-là, on va voir qu'est-ce que c'est plus en détail, mais ce sont les habitudes qu'on développe et les croyances qu'on a par rapport au sommeil. Donc, si on revient aux 3 types de facteurs, des exemples de facteurs prédisposants, on a remarqué que, contrairement à la population générale, chez les personnes atteintes de cancer, le fait d'avoir un plus jeune âge est associé à un risque plus élevé de souffrir d'insomnie. Le sexe féminin également. L'hyperactivation physiologique et cognitive, et ça, c'est comme un trait de personnalité, si on veut, une tendance qu'on a à devenir agité ou activé physiologiquement en réaction à des stresseurs. Et le fait d'avoir des antécédents personnels ou familiaux, soit de troubles psychologiques en général ou encore de difficultés de sommeil en particulier. Maintenant, ce qui est intéressant dans le contexte du cancer et qui fait que, justement, l'insomnie est si fréquente, c'est qu'il y a une panoplie de déclencheurs possibles, donc de facteurs précipitants. Donc, tout d'abord, il y a la réaction psychologique. On sait que recevoir un diagnostic de cancer, c'est troublant et ça peut effectivement affecter notre sommeil. Le cancer amène également son lot de symptômes, ainsi que les traitements qu'on reçoit contre le cancer. Et
tous ces symptômes-là, ou à peu près, sont susceptibles d'entraîner des difficultés de sommeil que l'on pense à la douleur, aux nausées, vomissements. On a parlé tout à l'heure des bouffées de chaleur, de la fatigue également. Donc, beaucoup d'occasions, si vous voulez, pour que l'insomnie se développe chez une personne qui était à la base prédisposée à avoir des difficultés de sommeil. Et puis, les facteurs de maintien, comme je le disais, ce sont des mauvaises habitudes de sommeil qu'on développe avec le temps et aussi des fausses croyances ou des fausses notions à propos du sommeil. Et on va en aborder quelques-unes dans quelques instants. Donc, plus précisément, par quoi, qu'est-ce qu'on entend finalement par mauvaise habitude de sommeil? Bien, il y en a ici des exemples. Le fait de passer trop de temps au lit alors qu'on est éveillé, ça fait partie des mauvaises habitudes de sommeil qui peuvent contribuer au maintien de l'insomnie dans le temps. Le fait d'avoir un horaire de sommeil irrégulier également. Le fait de faire des siestes, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est également associé là, au maintien des difficultés de sommeil dans le temps. Le fait de faire des activités qui sont incompatibles avec le sommeil dans la chambre à coucher. Donc, par exemple, le fait de lire, de regarder la télévision, de naviguer sur Internet, ce sont des activités qui sont incompatibles avec le sommeil parce qu'elles suscitent une certaine activation. Donc, votre cerveau est actif pendant que vous faites ces activités-là. Et donc, ça nuit au sommeil. On va y revenir tout à l'heure. Et il y a également plusieurs croyances erronées envers le sommeil qu'ont tendance à avoir les personnes insomniaques. Comme par exemple, le fait de croire qu'on a absolument besoin de dormir 8 heures par nuit pour bien fonctionner le lendemain. C'est une croyance qui est très répandue chez les insomniaques en général, mais aussi chez les personnes atteintes de cancer. Et une croyance qui est particulière aux personnes traitées pour un cancer, c'est la croyance selon laquelle l'insomnie pourrait augmenter le risque d'avoir une récidive de cancer. Alors forcément, quand on arrive au lit avec ce genre d'inquiétude, on n'est pas dans des conditions qui prédisposent au sommeil. Alors ici, ça explique en fait, cette diapositive, par quel mécanisme exactement les habitudes de sommeil finissent par être associées au maintien des difficultés de sommeil dans le temps. C'est par le fait qu'elles désynchronisent l'horloge biologique, donc ces rythmes éveil-sommeil dont je parlais précédemment. Et ça affaiblit aussi l'association qui devrait exister entre la chambre à coucher et le sommeil. Chez les bons dormeurs, quand ils arrivent dans leur chambre à coucher, s'allongent au lit, c'est un déclencheur très clair pour le cerveau, c'est le moment de dormir et c'est ce qui fait que le sommeil arrive rapidement. Alors que chez l'insomniaque, bien, la chambre à coucher, elle est associée à des périodes d'éveil, elle est associée à de l'inquiétude. Alors, le signal est moins clair pour le cerveau. Et c'est pour ça que certaines stratégies dont je vais vous parler dans quelques minutes, qui visent à rétablir cette association entre la chambre à coucher et le sommeil. Quant aux croyances par rapport au sommeil, aux fausses croyances par rapport au sommeil, le mécanisme par lequel elles contribuent à maintenir les difficultés de sommeil dans le temps, c'est par le biais de l'anxiété de performance. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Bien, c'est l'anxiété qu'on ressent par rapport à un résultat donné. Dans ce cas-ci, bien, c'est le fait de se dire, là, ce soir, il faut absolument que je dorme parce que sinon, demain, je ne pourrai pas fonctionner ou encore, mon cancer va revenir. Et c'est ce qui fait que finalement, le sommeil va être perturbé. L'insomnie, surtout lorsqu'elle est chronique, c'est un problème qui a plusieurs conséquences. Donc, ça vaut la peine de mettre des efforts pour essayer de les réduire. Les conséquences possibles, on a déjà parlé de la fatigue. Les gens aussi se plaignent souvent de difficultés de concentration, de mémoire, et c'est quelque chose qui a été aussi documenté dans la littérature scientifique. Perturbation du fonctionnement quotidien. Donc, on fonctionne moins bien quand on accumule des mauvaises nuits de sommeil. Ça peut aussi augmenter le risque de souffrir de dépression éventuellement ou d'un trouble anxieux. Ça diminue la qualité de vie surtout. Et aussi, ça fait en sorte que les gens vont avoir tendance à consulter davantage pour des soins de santé. Donc, très important
de porter attention à ce problème-là, de ne pas le banaliser, parce que ce qu'on remarque en fait, c'est que souvent les patients ont une certaine réticence à rapporter leurs difficultés de sommeil à leurs intervenants parce qu'ils se disent « Ah, ça va finir par partir » ou « c'est pas si grave ». Mais sans vouloir dramatiser l'insomnie, il faut quand même reconnaître que ça a certaines conséquences. Et on n'a pas besoin de s'exposer à ces conséquences-là parce qu'il existe des traitements efficaces contre l'insomnie. Est-ce que maintenant, c'est le traitement pharmacologique qui est le traitement de choix? C'est la question qu'on va se poser dans les prochaines minutes. Ce que l'on sait, c'est que c'est le traitement qui est le plus utilisé. Alors ici, il y a des résultats de différentes études. Il y a celle par CASO qui a été faite dans mon équipe de recherche chez près de 2000 patients, qui a montré que c'était près de 23 % des patients qui rapportaient utiliser une médication pour dormir, une médication prescrite pour le sommeil. Et la durée moyenne était de 58 mois. Alors, c'est vraiment très long, puis vous allez voir pourquoi je dis que c'est très long dans quelques instants. Est-ce que c'est efficace maintenant, les médicaments contre l'insomnie, les somnifères, ou ce qu'on appelle les hypnotiques? Si on regarde la littérature scientifique, il n'y a aucune étude qui a porté spécifiquement chez les personnes atteintes de cancer. Ce qu'on sait dans la population en général, c'est que ça diminue de façon quand même significative le nombre d'éveils, ça améliore le temps total de sommeil, ça améliore également la qualité du sommeil. Il y a aussi quelques effets, mais de moindre envergure, sur le temps que ça prend pour s'endormir. Vous voyez ici en moyenne que c'est une diminution de 4 minutes seulement. Et aussi des petits effets sur le nombre d'éveils nocturnes. Donc, ça a une certaine efficacité, mais c'est aussi associé à certaines limites, comme les effets résiduels le jour suivant. Si vous avez déjà consommé ce type de médicament, bien, vous savez que le matin, on ne se réveille pas nécessairement le cerveau très en forme. On va ressentir de la somnolence ou des étourdissements. Durant le jour, on va aussi avoir une diminution de notre fonctionnement cognitif et moteur. Et ça, c'est particulièrement vrai pour les personnes plus âgées qui sont plus sensibles aux effets des médicaments ou encore aux effets d'interaction avec d'autres médicaments. Les principaux risques de la médication hypnotique, c'est un risque de tolérance et de dépendance. La tolérance, c'est quoi? C'est le fait que quand on utilise ce type de médication-là à tous les jours pour une période prolongée, avec le temps, le médicament va devenir moins efficace. Et là, ce que les patients vont avoir tendance à faire, c'est d'augmenter la dose pour retrouver l'effet de départ. Et ça, bien, finalement, à un moment donné, on arrive dans un cul-de-sac parce que c'est plus possible d'augmenter la dose ou encore c'est associé à trop d'effets secondaires. Quant à la dépendance, elle est surtout psychologique et donc elle se caractérise par l'impression qu'ont plusieurs personnes qui utilisent ce type de médication que ça ne sera pas possible de bien dormir sans utiliser une médication. Ça modifie aussi l'architecture du sommeil. Quand on amène des gens à laboratoire, on observe qu'objectivement, bien qu'ils aient une impression que le sommeil est plus profond, objectivement, le sommeil, il l'est moins. Et aussi, ça va causer ce qu'on appelle une insomnie de rebond lorsqu'il est cessé. Peut-être que vous avez déjà vécu ça, donc d'avoir utilisé un hypnotique pendant une période prolongée. On l'arrête et là, qu'est-ce qui arrive? Bien, l'insomnie revient. Et ça, c'est un phénomène normal qui va s'estomper avec le temps. Donc, mais souvent, les gens paniquent un peu, puis recommencent à prendre le médicament parce que là, ça les convainc finalement que la seule façon de bien dormir, c'est de prendre une médication. Ce qui est recommandé, et ici, c'est le National Institute of Health aux États-Unis, ce qui est recommandé, c'est d'utiliser les médications hypnotiques au dosage le plus faible possible, donc éviter cette escalade de dose le plus possible, de l'utiliser surtout pour une insomnie qui est transitoire, donc qui est à court terme. Et si une utilisation quotidienne est faite, il faut essayer de ne pas dépasser une période de 4 à 6 semaines. Sinon, là, le risque de tolérance et de dépendance s'accentue.
Personnellement, ce que je vous dirais, c'est qu'il n'y a rien de mal à prendre une médication hypnotique de façon occasionnelle. Par exemple, la veille d'un rendez-vous avec votre oncologue, c'est stressant, vous voulez bien dormir pour être capable de bien comprendre les informations qu'il va vous donner. Il n'y a rien de mal à prendre une médication ou la veille d'un événement, d'un autre type d'événement stressant ou dans une période particulière où c'est particulièrement difficile de dormir, mais ce qu'il faut retenir, c'est d'éviter de dépasser une utilisation quotidienne de 4 à 6 semaines. Ce que le NIH dit aussi, qui est fort important, c'est que le traitement de choix de l'insomnie chronique, c'est la thérapie cognitive comportementale. C'est ce qui devrait être privilégié. Ça a été démontré efficace dans toutes sortes de populations, en incluant spécifiquement les personnes atteintes de cancer. Donc, nous, on a fait la première étude contrôlée randomisée qui a été publiée en 2005, donc ça commence à dater, mais c'est des résultats qui ont été répliqués par d'autres équipes de chercheurs par la suite, qui sont indiqués ici. Et ce qui a été observé, c'est que la thérapie cognitive comportementale, ou la TCC, non seulement améliore le sommeil, mais diminue la détresse psychologique et améliore la qualité de vie. Puis on a vu tout à l'heure aussi en début de présentation que ça diminue la fatigue. Et l'étude la plus récente, celle de Garland ici, elle a comparé l'efficacité de la thérapie cognitive comportementale à celle de l'approche de pleine conscience, qui devient une approche qui est très populaire pour toutes sortes de problématiques associées au cancer. Et ce que cette étude a montré, c'est que la TCC était plus efficace que cette approche-là pour traiter l'insomnie. Alors, qu'est-ce que c'est que la TCC de l'insomnie? Bien, c'est un traitement qui est à multiples composantes. Vous les voyez ici, mais je vais les décrire une à une. Alors, la première, c'est ce qu'on appelle le contrôle par le stimulus. Et le but, c'est de renforcer l'association entre le sommeil et les indices qui mènent au sommeil, donc le lit, la chambre à coucher, l'heure du coucher, etc., et de rétablir un cycle éveil-sommeil qui est régulier. Comment est-ce qu'on fait ça? Bien, c'est à la fois, en fait, simple et compliqué, parce que ce sont des règles qui sont simples, mais qui ne sont pas toujours faciles à mettre en application. Vous allez voir pourquoi. Alors, la première, c'est de réserver au moins 1 heure pour se détendre avant l'heure du coucher. Et ça, c'est important parce qu'on n'a pas de switch, nous, on-off, qui nous permet de passer d'un état d'éveil à un état de sommeil. Donc, pour que le sommeil puisse survenir rapidement, bien, on se donne une chance si on diminue notre niveau d'activation générale et ça va nous aider à être somnolent. Puis la somnolence, c'est quelque chose qui est très important pour maximiser les chances de tomber endormi rapidement. Pendant ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait des activités qui sont relaxantes, comme lire, regarder la télé, écouter de la musique. Faire toutefois attention aux tablettes numériques parce que le type de lumière qui est émis par les tablettes numériques, ça peut nuire au sommeil. Il y a de plus en plus de données de recherche qui indiquent ça présentement. Donc, faire attention là, de ne pas les utiliser idéalement dans l'heure qui précède le coucher. Et aussi avoir une routine un peu toujours la même à chaque soir, bien, ça aide au corps et au cerveau à s'attendre à ce que ce soit le moment là, d'aller au lit. Donc, ça augmente la possibilité là, que ce déclencheur, qu'on parlait tout à l'heure au niveau du cerveau se fasse. La deuxième règle, c'est d'aller au lit seulement lorsqu'on est somnolent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il faut sentir vraiment des signes où on est somnolent. Et ça, c'est différent de la fatigue. Alors ici, je vous distingue parce que parfois, les gens ont de la difficulté à faire la différence. La fatigue, c'est ce sentiment qu'on peut avoir à toute heure du jour, qui est plus un manque de force et d'énergie pour faire des activités, comme ce qu'on va ressentir après un exercice intense. Alors que la somnolence, c'est une envie irrésistible, par exemple, de fermer les yeux, de s'allonger, de dormir, de bâiller, d'avoir les paupières lourdes, bref, de cogner des clous, comme on dit. Ça, c'est vraiment des signes de somnolence. Il y a des moments où on va ressentir les deux. On va ressentir à la fois de la fatigue et de la somnolence, et ça, c'est particulièrement vrai en fin de soirée. Mais il y a vraiment des moments où on va ressentir l'un ou l'autre.
Donc, c'est important, je pense, que vous commenciez à essayer de distinguer ces deux états-là parce que si vous allez au lit alors que vous êtes fatigué, mais non somnolent, ça va prendre plus de temps à vous endormir. Si vous attendez la somnolence, qui est un peu le précurseur du sommeil, si je peux dire, bien là, vous allez tomber endormi plus rapidement. Alors, la comparaison qu'on fait souvent, c'est que c'est un peu comme pour l'appétit. D'habitude, on attend d'avoir faim avant de manger. Bien, pour le sommeil, c'est un peu la même chose. Il faut attendre d'être somnolent avant d'aller au lit. La troisième règle, à date, c'est pas trop compliqué à appliquer, mais celle-ci, elle est un petit peu plus compliquée. Alors, ce que ça dit, c'est que si vous êtes incapable de vous endormir au début de la nuit ou de vous rendormir durant la nuit à l'intérieur de 20 à 30 minutes, ce qui est suggéré, c'est de quitter le lit et d'aller dans une autre pièce. Pourquoi? Parce qu'on veut renforcer cette association entre le lit et le sommeil. Donc, il ne faut pas rester au lit alors qu'on est éveillé. Donc, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on fait un peu le même type d'activité qu'on a fait avant d'aller au lit, donc des activités relaxantes qui vont faire en sorte que la somnolence va être susceptible de survenir. Et on doit répéter cette étape-là aussi souvent que nécessaire. Puis au début, quand vous allez commencer à appliquer cette stratégie-là, bien, ça se pourrait que vous ayez besoin de le faire 2 ou 3 fois durant la nuit. Mais il faut persister. C'est très important de persister dans cette nouvelle habitude-là. La quatrième règle, c'est de quitter le lit à la même heure chaque matin, quitte à utiliser un réveil matin. Et ça, c'est pour régulariser le cycle éveil-sommeil, donc notre horloge biologique. Et ça veut dire aussi les fins de semaine et peu importe la quantité de sommeil obtenue. Donc, ça veut dire que si vous avez eu une mauvaise nuit, on sait que c'est tentant le lendemain de dire « je vais dormir un peu plus tard pour compenser le fait que j'ai mal dormi la nuit dernière ». Bien, ici, ce que ça dit, c'est qu'il faudrait éviter ça et plutôt se lever à la même heure, de sorte à ce que l'horloge biologique puisse se resynchroniser. Autrement, c'est un peu comme si le cerveau et le corps ne savent plus c'est quand le moment d'induire la somnolence et ensuite le sommeil. Et bien, parfois, ce qu'on observe, en fait, c'est que les gens vont avoir tendance à dormir plus tard les fins de semaine et vont vivre ce qu'on appelle de l'insomnie du dimanche soir, qui est très, très typique du fait qu'ils ont dormi plus tard le samedi et le dimanche matin. Donc, c'est un peu comme si vous vous soumettiez à un décalage horaire constant à chaque fin de semaine où vous changez de fuseau horaire 2 fois dans la semaine, c'est-à-dire d'un côté et de l'autre à chaque semaine. Donc, il faut faire attention à cet élément-là. L'autre élément, c'est de réserver votre chambre uniquement pour le sommeil et les activités sexuelles. C'est la seule exception, évidemment. Donc, je l'ai dit un peu tout à l'heure, d'éviter de manger, regarder la télé, travailler, naviguer sur Internet, lire. Ce sont des habitudes que plusieurs personnes ont. Chez les bons dormeurs, il n'y a aucun problème à avoir ces comportements-là parce que c'est des choses qui, probablement, facilitent leur sommeil. Mais chez les personnes insomniaques, c'est important d'éviter ces comportements-là parce que ça fait juste nuire à l'association qu'on veut établir entre le lit et le sommeil. Éviter de faire des siestes, ça, c'est une consigne qui est difficile à respecter pour des personnes qui ont été traitées pour un cancer, qui ressentent de la fatigue. On en a parlé brièvement tantôt. Mais c'est très important aussi parce que c'est un piège, les siestes. Ça apparaît comme une solution efficace, mais à long terme, on l'a vu tantôt, c'est associé à une perturbation de l'horloge biologique, puis ça fait juste maintenir les problèmes dans le temps. Maintenant, c'est quoi la solution si vous êtes très fatigué? Bien, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est fort possible de se reposer sans dormir. Alors, des fois, les gens disent, bien, je suis fatigué, c'est un signe que mon corps a besoin de sommeil, mais pas nécessairement. Il a peut-être juste besoin que vous fassiez des activités qui sont moins énergivores. Donc, réduire le niveau d'activité, ça peut aussi amener beaucoup de repos. Quand vous ressentez de la somnolence, donc cette envie de dormir qui est très forte, bien, ce que vous pouvez faire, c'est de vous activer. Donc, plutôt que de succomber à cette envie d'aller vous coucher, bien, d'aller prendre une marche dehors, de vous exposer à la lumière extérieure, ça peut être une bonne stratégie pour se réactiver.
Par contre, si une sieste est vraiment nécessaire, ce qui est conseillé, c'est de les faire avant 13 heures et pour une période d'au maximum 1 heure, donc la plus courte que possible et au maximum 1 heure. Pourquoi? Bien, parce que ça a été documenté dans les recherches que le fait de faire des siestes plus tard que ça va beaucoup affecter la qualité de la nuit qui suit. Ça va rendre le sommeil plus léger dans la nuit qui suit. Donc, vraiment, c'est très néfaste de faire des siestes en fin de journée. La deuxième composante de la TCC de l'insomnie, c'est ce qu'on appelle la restriction du sommeil. Et là, cette stratégie-là aussi, elle est plutôt... elle peut même sembler contre-intuitive et parfois, les gens disent que c'est difficile de respecter cette consigne-là, mais c'est parmi les stratégies que je vous présente aujourd'hui, c'est celle qui est la plus efficace. Donc, le but, c'est de ramener le nombre d'heures passées au lit au nombre d'heures réellement dormies. Donc, ce que l'on sait, c'est que les insomniaques vont avoir tendance à passer beaucoup plus de temps au lit que ce qu'ils dorment. Donc, par exemple, passer 8 heures de temps au lit pour 6 heures de sommeil, par exemple. Donc, ça va faire 2 heures où ils vont tourner sur eux-mêmes, s'inquiéter, etc. Donc, ce qu'on veut faire, c'est réduire cette période-là à la durée réelle de sommeil. Et comment est-ce qu'on fait ça? Bien, nous, dans nos travaux, et c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi sans que ce soit aussi élaboré que ce que je vous présente ici, c'est de prendre des notes durant une semaine, d'écrire à quelle heure, par exemple, vous allez au lit, combien de temps ça vous prend, ça vous a pris pour vous endormir, combien de fois vous avez été éveillé durant la nuit, pour combien de temps à chaque fois. Et ça va vous permettre de calculer le nombre d'heures de sommeil que vous dormez en réalité à chaque jour, puis d'en faire une moyenne dans une semaine. Si vous n'avez pas le goût de faire cet exercice, ça vous apparaît trop fastidieux, bien, vous pouvez y aller d'une estimation, puis ça va aussi bien faire l'affaire. Alors, je vous donne un exemple très concret ici. Alors, on a Pierre qui, selon son auto-enregistrement de sommeil, allait au lit en moyenne à 23 heures et se levait à 8 heures, donc ça lui faisait un temps passé au lit de 9 heures. Parmi ces 9 heures-là, il n'endormait que 6. Et ça nous permet d'évaluer son efficacité de sommeil. L'efficacité de sommeil, c'est le ratio du temps total de sommeil sur le temps total passé au lit. Donc, 6 sur 9, ça fait une efficacité de sommeil de seulement 67 %. Ça veut dire qu'il y a seulement 67 % du temps que Pierre passe au lit qui est du temps de sommeil réel. Donc, c'est très peu. Et on établit en général qu'un bon sommeil va avoir une efficacité de sommeil supérieure à 85 %. Donc ici, puisqu'on a dit que la restriction du sommeil, ça consistait à réduire le temps passé au lit à la durée réelle de sommeil, ce que ça veut dire, c'est que Pierre, pendant la prochaine semaine, devrait rester au lit seulement 6 heures à chaque jour. Et ça, il laissait ça pendant au moins une semaine, puis ensuite, on réévalue. Alors, Pierre peut décider, par exemple, d'aller au lit à minuit pour se lever à 6 heures ou encore, s'il est plus du type à se coucher tard, il peut décider d'y aller à 1 heure pour pouvoir se lever à 7 heures. Donc, c'est au patient de décider l'horaire qui convient le mieux, mais la règle, c'est de ne pas rester au lit plus de 6 heures. Ce qu'on vise, en fait, ici, vous voyez, là, en rouge, c'est le sommeil, en noir, c'est l'éveil. Donc, en haut, on voit la situation de Pierre au début de traitement où son sommeil est long à survenir et souvent interrompu par des éveils. Ce qu'on veut, en fait, c'est d'arriver à la ligne du dessous où on voit qu'il peut y avoir des éveils de temps en temps, mais ça prend peu de temps pour s'endormir, puis le sommeil est relativement continu durant la nuit. Peut-être une petite mise en garde ici, que quand on fait la restriction du sommeil, il ne faut pas réduire le temps passé au lit à moins de 5 heures. Et ça, même si notre durée de sommeil est inférieure à 5 heures, parce que ça peut poser des risques là, quand même, par exemple, pour la conduite automobile ou des choses comme ça, ou si vous avez un travail qui
qui peut entraîner des risques. Donc, faites attention à ce niveau-là. 5 heures est pas mal le minimum qu'on peut faire. La troisième composante de la thérapie cognitive comportementale de l'insomnie, c'est la restructuration cognitive. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Bien, c'est d'identifier et de modifier les pensées, les croyances nuisibles qu'on a par rapport au sommeil. Et comment on fait ça? Bien, d'abord, c'est de les identifier. Ensuite, on questionne leur validité. Donc, est-ce que ces pensées-là, elles sont basées sur la réalité? Est-ce qu'elles sont réalistes? Et ensuite, on essaie de les remplacer par des croyances et des pensées qui sont plus réalistes, donc davantage basées sur la réalité. Alors, je vous donne un exemple ici. Si je ne dors pas 8 heures, je ne fonctionnerai pas bien le lendemain. Donc, on a vu tantôt que c'est une croyance qui est vraiment très répandue dans la population. Donc, dans un premier temps, on pourrait se questionner, bon, est-ce que j'ai des preuves que cette croyance-là est vraie? Est-ce que, au contraire, j'ai des preuves que c'est pas si vrai que ça? Est-ce que ça arrive? Est-ce que ça existe des gens, par exemple, qui dorment moins que 8 heures puis qui sont très, très fonctionnels le lendemain? Moi-même, est-ce que ça m'est arrivé de dormir moins de 8 heures puis d'être très fonctionnel quand même? Donc, on se questionne sur à quel point cette croyance-là est le reflet de la réalité. Donc, et aussi, c'est quoi la pire chose qui peut arriver si je ne dors pas bien? Est-ce que je peux passer au travers cette pire chose, donc cette pire conséquence? Et ce questionnement-là va nous mener à développer des pensées qui sont plus réalistes, comme par exemple le fait de reconnaître que les besoins de sommeil, ça varie beaucoup d'une personne à l'autre. Des personnes vont avoir besoin de 9 heures pour être fonctionnelles, d'autres vont avoir besoin de 7 ou 6. Ça dépend vraiment des personnes. Ça peut dépendre du moment dans l'année également. Ça dépend aussi, en vieillissant, il arrive qu'on ait moins besoin de sommeil aussi ou plus. Ça dépend vraiment des individus. Donc, il n'y a pas de norme à établir. Et le fait de se poser une norme comme ça fait juste augmenter notre anxiété par rapport au sommeil et nuire au sommeil. Même si je ne dors pas 8 heures, je serai quand même capable de bien fonctionner comme c'est le cas habituellement et je serai seulement plus somnolent à certains moments de la journée. Donc, moins dédramatiser les conséquences de l'insomnie. Tantôt, j'ai dit qu'il y a des conséquences à l'insomnie chronique, mais le fait de ne pas dormir de temps en temps, ce n'est pas catastrophique non plus. Donc, il faut essayer là, de réviser ces croyances-là pour diminuer notre niveau d'anxiété par rapport au sommeil. L'autre croyance qu'on a vue, qui, elle, est plutôt spécifique au contexte du cancer, c'est « si je ne dors pas bien, mon cancer va récidiver ». Donc ça, c'est vraiment une pensée ou une croyance qui est très angoissante pour les patients. Donc encore là, on se questionne, est-ce que j'ai des preuves qui supportent ma pensée? C'est si vrai que ça, que l'insomnie, ça peut causer une récidive de cancer? Est-ce que c'est vrai que est-ce que tous les insomniaques ont une récidive de cancer alors que les bons dormeurs n'ont jamais de récidive de cancer? Donc, on essaie de débranler notre niveau de conviction que cette croyance-là est vraie. Et ensuite, bien, on peut arriver à des pensées ou des croyances qui sont plus réalistes, comme par exemple, il n'existe aucune preuve scientifique qui démontre que l'insomnie peut provoquer une récidive de cancer. Et ça, c'est vrai. Si on regarde la littérature scientifique actuellement, on n'a aucune preuve que l'insomnie seule peut provoquer une récidive de cancer. Donc, le fait de s'en inquiéter, ça va nuire beaucoup à notre sommeil, et ce, sur une pensée qui n'est pas fondée là, sur la base de la recherche. Le cancer, c'est une maladie qui est complexe et une récidive, c'est influencé par une multitude de facteurs qui sont souvent inconnus aussi. Reconnaître que s'inquiéter, bien, ça fait juste empirer notre insomnie. La dernière stratégie, c'est l'hygiène du sommeil. Ce sont des stratégies que vous avez probablement déjà essayées. C'est pour ça que je la présente en dernier. Il ne faut pas baser toute notre démarche de changement sur ces stratégies-là parce que ce ne sont pas nécessairement les stratégies les plus efficaces. Donc, c'est d'éviter la caféine 4 à 6 heures avant le coucher, parce que c'est évidemment une substance qui est stimulante pour le corps. Éviter de fumer avant le coucher ou lors des réveils durant la nuit afin d'éviter d'avoir des éveils qui sont conditionnés là, par le besoin de fumer.
Éviter de prendre de l'alcool avant le coucher. Donc, souvent, les gens me disent « Oui, mais moi, ça m'aide à m'endormir, l'alcool. » Ça peut être vrai. Par contre, les données de recherche en laboratoire montrent que la consommation d'alcool, surtout quand elle est intense, évidemment, va être associée à un sommeil de moins bonne qualité, plus interrompu. Donc, peut-être c'est quelque chose que vous avez observé là, après une soirée bien arrosée, que oui, on s'endort vite, mais après ça, on se réveille quand même assez souvent, puis on n'a pas l'impression d'être aussi reposé au matin. Éviter les repas lourds et de boire beaucoup avant le coucher. Faire de l'exercice physique régulièrement, c'est possiblement associé à un meilleur sommeil. Là, les données de recherche ne sont pas entièrement consistantes avec cette idée-là, mais on sait que l'exercice physique, c'est bon en général pour toutes les sphères de notre vie, que ce soit l'humeur, la condition physique, le risque de cancer aussi. Ce qu'on suggère toutefois, c'est d'éviter de faire de l'exercice physique intense trop tôt, trop proche de l'heure de coucher. Donc, d'essayer de faire ça maximum en début de soirée, fin d'après-midi, ça peut être un bon moment parce que, bon, c'est de l'activation physique et on sait que l'activation, bien, c'est l'état contraire de ce qu'on souhaite, qui est la somnolence quand on va au lit. Et puis, l'augmentation de température aussi qui vient avec l'exercice physique serait aussi nuisible là, à l'endormissement. Aménager sa chambre confortablement, réduire le bruit, la lumière, c'est très important afin de faire en sorte que la mélatonine soit sécrétée, parce que la mélatonine, c'est une hormone qu'on appelle l'hormone de sommeil qui est naturellement sécrétée dans l'obscurité. Alors, si notre chambre à coucher est plutôt lumineuse, bien, ça va avoir tendance à altérer la libération de cette hormone-là et ça peut nuire au sommeil. Donc, c'est un peu le même phénomène quand je disais tantôt d'éviter les tablettes électroniques. Bien, c'est un peu ça, c'est qu'on veut veut pas nuire à la sécrétion de la mélatonine. Bon, limiter l'utilisation de médicaments pour dormir, on en a déjà parlé. Alors, je vous laisse ici avec mon livre qui est « Faire face au cancer avec la pensée réaliste », dans lequel il y a un chapitre entier sur la gestion des difficultés de sommeil qui donne, avec plus de détails, de l'information sur les stratégies que je vous ai présentées aujourd'hui. Il y a un chapitre également sur la fatigue, sur la dépression, etc. Donc, si jamais ça vous intéresse, c'est disponible en librairie ou dans les bibliothèques. Et ce qui est à retenir aujourd'hui, c'est que l'insomnie, c'est un problème qui est très fréquent, qui est également très persistant chez les personnes atteintes de cancer. C'est associé à plusieurs conséquences négatives. Fort heureusement, il existe des traitements efficaces qui ciblent les facteurs qui maintiennent le problème dans le temps, donc ces comportements, les habitudes de sommeil néfastes ainsi que les croyances erronées envers le sommeil. Et donc, en modifiant ces comportements et ces pensées et croyances, bien, ça permet d'améliorer le sommeil, diminuer la fatigue, la détresse psychologique et d'améliorer la qualité de vie. Merci beaucoup. Bon, alors j'aimerais prendre un petit 30 secondes là, pour vous remercier infiniment, Dr. Savard. Ça a été une superbe présentation. Il y a énormément de matériel dans cette présentation-là, de très, très bons conseils. Probablement que moi, j'inviterai tous ceux qui visionnent ce webinaire en ce moment. Je vous inviterai à peut-être le revisionner aussi pour vraiment vous approprier là, les conseils, les trucs. Comment la TCC fonctionne véritablement. Évidemment, si vous avez des questions, bien, vous n'hésitez pas. On a une ligne sans frais, 1-855. Alors, c'est 1-855-899-2873. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Puis, on va s'assurer à ce moment-là d'y répondre. Alors, ceci met un terme sensiblement à nos conférences puis à nos webinaires pour l'année 2018. On reprend évidemment le collier en 2019. Vous allez avoir plus de détails sur les sujets qui vont être abordés. Je pense que sur ça, évidemment, je vous souhaite une très belle nuit de sommeil. Je vous souhaite une très belle période des fêtes. Et puis, encore une fois, merci, Dr. Savard. Ça fait un plaisir. Merci. Au revoir. À la prochaine.